Bonjour à tous, bienvenue au premier webinaire Tronico sur le thème « Comment gagner de l'argent grâce aux tests de composants ». Je me présente, Virginie Marchand, directrice marketing chez Tronico, et c'est Jean Bastide, Bonjour Jean, le directeur du laboratoire des composants, qui va nous faire le plaisir d'intervenir aujourd'hui. Alors, quelques petites règles pour que tout se passe bien, puisque nous sommes nombreux aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est, dans un premier temps, sur ce webinaire qui va durer 1 heure environ, c'est de couper les caméras et les micros. La durée est d'1 heure, comme je viens de le préciser. Nous ferons les questions-réponses au fur et à mesure des chapitres et Jean répondra au fil de l'eau. Voilà, donc pour cela, vous pouvez utiliser le chat en bas à droite de l'écran pour poser toutes vos questions. Quelques petits mots sur Tronico. Donc, comme vous le savez déjà très certainement, Tronico est le spécialiste de la conception et l'intégration de systèmes complexes à dominance électronique pour équipements à forte valeur ajoutée sur des marchés de haute fiabilité, et tout cela tout au long du cycle de vie. La société a été créée il y a de cela pas mal d'années maintenant, depuis 1973, et nous avons donc un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros pour l'année 2020. Nous sommes basés sur 2 implantations, donc une à Nantes, une autre à Tanger. Donc, c'est vraiment 2 sociétés jumelles, puisque vous avez à la fois de la production et un bureau d'études sur les 2 établissements. Et à ce jour, Tronico sait compter sur 700 collaborateurs, dont 60 ingénieurs en recherche et développement. Tout cela sur une surface totale de production d'à peu près 12 000 m². Jean, maintenant, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Si tu veux bien nous présenter Thème Component. Donc, bonjour à tous de nouveau. Thème Component, c'est le laboratoire de composants de Tronico. Donc, on est une quinzaine de collaborateurs qui ne travaillent que sur le composant en lui-même. Donc, ça existe depuis 2000, ça a été créé à l'initiative d'un client. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, donc 20 ans après, sur l'année 2020, on a testé 3200 lots de composants, pour vous donner à peu près les chiffres. On travaille aussi bien dans le domaine de l'aéronautique que du médical, que dans l'énergie, transport, etc., etc. On rentre dans tous les domaines de certification, on est dans tous les référentiels qui sont de Tronico, donc ça va de l'ISO 9001 jusqu'à l'IATF 16949. En plus, nous avons une particularité au niveau du laboratoire, c'est la partie accréditation par le COFRAC sur plusieurs prestations, principalement les prestations liées à des analyses destructives de composants. Ça nous a permis déjà d'avoir une organisation spécifique laboratoire, parce qu'en fait, l'ISO 17025 est très orienté dans ce sens-là, alors que dans les autres systèmes, on est plutôt orienté production, conception, mais très peu laboratoire. Donc ça nous a permis de nous focaliser sur cette notion de laboratoire. Et puis ça fait aussi plaisir d'être reconnu par des pairs, tous ceux qui ont été dans un laboratoire accrédité par le COFRAC, c'est que ce n'est pas évident d'aller chercher ce type d'accréditation. Alors ce qu'on fait, on propose des solutions autour des problématiques générales des composants, que ce soit du domaine ROHS, donc sur du réétamage de composants, soit en sans-plomb, soit en plombé, selon les besoins. Ça peut être également des solutions liées à l'obsolescence de composants. Ça, on en trouvera quelques-unes durant ce webinaire, que ça aille du stockage au test de composants broker, qu'on verra plus particulièrement. On fait de l'analyse de défaillance sur les composants, puisque malgré tout le soin qu'on y prête, les composants peuvent encore tomber en panne et on doit aller chercher comment on peut résoudre ces problèmes pour pas qu'ils se reproduisent. On fait aussi beaucoup de tests de fiabilité. On a des domaines de fiabilité sur des composants. En particulier, si je prends l'exemple de composants pour le médical, il n'y a pas de normes sur le composant sur le médical, donc on intervient avec nos clients dans le médical pour aller chercher les composants les plus fiables, même si on est en train de travailler justement sur une nouvelle norme. On travaille aussi sur la qualification de composants, sur les applications à haute fiabilité. On passe toujours par une phase de qualification pour être sûr de comment ils se comportent. Et puis la partie upscreening aussi, on verra un exemple d'upscreening de composants un peu plus tard dans le webinaire.
autour de ces solutions, ben, en fait, on a plusieurs prestations, hein, des prestations de contrôle d'entrée d'une manière générale. On parlait de screening, donc c'est un exemple type de contrôle d'entrée sur des composants. Donc, contrôle d'entrée soit sur échantillonnage, soit sur des tris à 100%, qui sont vraiment l'objet du screening en lui-même. On fait de l'analyse physique de composants, donc ouverture des composants, voir quels sont les matériaux à l'intérieur, comment ils sont faits, quelles sont leurs qualités de fabrication. On peut tirer sur les bondings pour voir quelle force ça arrache, ou des choses comme ça. Beaucoup de caractérisation électrique, donc des tests électriques sur des composants, alors que ce soit de la mémoire, du transistor, de la résistance. On a des équipements qui nous permettent d'adresser à peu près tous les composants. Des prestations de type live test, donc vieillissement accéléré, donc ça on va beaucoup l'utiliser pour déterminer des fiabilités et surtout pour vérifier les fiabilités annoncées par les fabricants. On fait aussi de la gestion d'obsolescence sous forme d'analyse de nomenclature sur les produits, par exemple fabriqués par Tronico. On va télécharger la nomenclature de fabrication pour aller vérifier que il n'y a pas d'obsolescence à venir sur les composants qui y sont intégrés. Et puis, toute une partie également de stockage sécurisé, qui est une manière de pallier l'obsolescence, hein, avec deux bunkers chez Tronico. Mais on en parlera un petit peu plus tard aussi dans la suite du webinaire. Donc, bienvenue aux nouveaux arrivants. En préambule, nous avons fait la présentation de Tronico très rapide. Juste bien vous assurer que vos micros sont coupés, excusez-moi, et également vos caméras pour la bonne fluidité de ce webinaire. Merci à vous. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet sur comment on peut gagner de l'argent. On va le voir à travers 5 exemples. Le premier exemple, c'est de la détection de contrefaçon. Alors, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là tout au début, à la fin, alors les exemples, ils vont durer 5-6 minutes de présentation, et à la fin, on se réserve quelques minutes à la fin de chaque exemple pour répondre à vos questions que vous pouvez poser sur le chat. Et donc, n'hésitez pas à profiter si vous avez des questions qui se posent. On ne répondra certainement pas à toutes les questions, mais n'hésitez pas. La détection de contrefaçon, alors en fait, le principe, c'est qu'à chaque fois qu'on achète des composants, en particulier chez des brokers, donc toutes les sources d'approvisionnement de composants qui ne sont pas autorisées, entre guillemets, par le fabricant du composant, on s'expose à des risques. Alors, des risques, ça peut être parce qu'on va recevoir des composants qui ont été rebutés lors de la fabrication, parce qu'on va recevoir des composants qui ont déjà été utilisés, qui ont été démontés des cartes électroniques pour être revendus par après, ou même des composants réellement contrefaits, c'est-à-dire avec une puce dedans qui n'est pas la puce d'origine, ou des composants qui ont été remarqués, donc où on a effacé le marquage d'origine pour en remettre un autre à la place. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on va rechercher, en fait, quand on va travailler sur un test de détection de contrefaçon, le principe, c'est on va essayer de trouver une preuve de contrefaçon. Et quand on ne trouve pas, on dit j'ai absence de preuve de contrefaçon, donc mon composant est valide. Alors, le problème de cette notion d'absence de preuve de contrefaçon, c'est est-ce que j'ai cherché vraiment assez loin? Pour être sûr de savoir ce qu'on fait à chaque fois, en fait, on s'est créé des procédures. Les procédures, elles nous permettent d'aller chercher jusqu'à un niveau donné et puis de se dire, voilà, à l'issue du déroulement de la procédure, je n'ai pas trouvé de preuve de contrefaçon, donc je considère que mon composant est bon. Alors, ce principe de procédure, ça nous conduit chez nous, chez Tronico, on a 3 procédures chez nous, mais on travaille aussi avec des procédures directement de chez les clients. Et parmi nos 3 procédures, en fait, ce qu'on va voir, c'est que plus on va chercher loin, plus en fait le risque résiduel diminue. Parce qu'on est toujours sur une absence de preuve, on peut passer à côté de cette preuve de contrefaçon. Donc, plus on va chercher loin, plus on a été dans le fond des choses, plus mon risque de résiduel diminue. Nous, on a 3 niveaux de procédure. Hein. On a une procédure standard qui s'oriente pour des industries assez classiques. La procédure durcie, elle, on est vraiment sur de l'application type aéronautique.
Et après, derrière, on a une procédure avancée qui est entre les deux, qui nous permet d'avoir une solution intermédiaire. Alors pourquoi on a besoin d'une solution intermédiaire, bien sûr? C'est parce que plus on va chercher loin, et plus ça coûte cher. Ça, il y a pas de secret. Mais le problème, c'est que si ça coûtait cher que sur les lots contrefaits, ça irait, mais ça, en fait, ça coûte cher sur tous les lots qu'on va tester. Puisqu'en fait, on va dérouler la procédure sur tous les lots. À la limite, là où ça coûte moins cher, c'est quand on s'aperçoit tout de suite qu'il est contrefait, mais ça, c'est une autre histoire parce qu'on est aussi frustré. Un exemple de procédure en détection de contrefaçon, donc on reçoit des lots, on fait des contrôles d'emballage. Ça, c'est l'exemple, il est tiré de notre procédure avancée. On reçoit le lot, on va faire un contrôle de l'emballage, voir s'il est cohérent par rapport à ce qu'on attend, s'il y a un dry pack là où on l'attend ou pas, si c'est un emballage d'origine ou pas, hein. Alors, on ne refuse pas un composant si l'emballage n'est pas d'origine, mais ça nous permet de nous assurer un peu de la manière dont il a été manipulé. Et puis après, on va faire un prélèvement sur les composants. Ces prélèvements, ils vont passer sur du contrôle visuel, du contrôle rayon X, du test électrique. Alors, en fonction des types des types de procédures, on peut avoir du test électrique à température ambiante, à température max, voire en température négative, hein. On peut aller plus ou moins loin dans les tests électriques. Et après aussi, suivant le type de composant, les tests électriques peuvent différer du tout au tout. Et puis en parallèle, on fait un autre prélèvement qui est destiné à des analyses qui sont plus sur le matériau et la construction du composant, du type analyse fluorescence X pour voir la nature des finitions, donc des pattes des composants, du test de brasabilité pour voir si on n'aura pas de problème pendant la brasure des composants sur la carte plus tard, test de tenue du marquage qui nous permet de voir s'il y a eu remarquage au niveau du composant ou pas, un test d'état de surface, parce que bon, nos amis contrefacteurs sont de plus en plus vigilants à ne pas se faire avoir, donc ils ont des méthodes pour resurfacer les composants en espérant qu'on ne s'en rende pas compte. Et c'est vrai qu'en contrôle visuel, c'est de plus en plus dur de voir qu'un composant a été resurfacé. Et puis après, derrière, un contrôle visuel interne où on va voir est-ce qu'on a la bonne puce, est-ce que c'est les bons marquages, du bon fabricant, etc., etc. Et on fait derrière un rapport. Alors, des exemples de contrefaçon, hein. On avait ici donc un composant, alors là c'est vite vu, hein. On a même une couche de peinture qu'on appelle du black topping en surface du composant qui permet de remettre des marquages comme il faut dessus. Sur l'image du dessous, on voit une pâte qui a été rebrasée un peu rapidement pour, euh, pour lui redonner sa fonctionnalité, alors que le composant a très certainement été dessoudé d'une carte. En haut, on voit au milieu des images au rayon X, en haut, au sein du même lot, on avait des puces de tailles différentes. Donc, on est sûr déjà que ce n'est pas un lot issu de la même fabrication, alors qu'il était vendu entre guillemets comme tel. Donc, d'où la détermination quasi sûre qu'on n'est pas dans le type de composant qu'on attend. En dessous, sur l'image du dessous, ce qu'on voit, c'est des composants avec des résidus de fils de bonding qui sont enroulés. Donc là, on est sur des composants qui ont servi à faire des réglages de machines et qui auraient dû être scrappés chez le fabricant et puis qui malheureusement se retrouvent sur le marché. Après, on retrouve en analyse interne. En haut, alors c'est un truc un petit peu plus délicat. On est sur deux versions de puces différentes du même composant. Donc c'est le même fabricant, mais on a au sein du même lot deux versions de puces différentes, ce qu'on ne devrait pas retrouver normalement. Et puis on peut retrouver aussi des puces qui ont des défauts de fabrication qui sont un peu vieilles et où il y a eu des relâchements de contraintes de lance. Alors, comment on gagne des sous en détection de contrefaçon? En fait, c'est surtout qu'on essaye de ne pas en perdre. On essaye de ne pas en perdre. Donc, par exemple, sur une queue d'affaires, sur un projet, on a un composant qui est obsolète. Comme il n'y avait pas de prévision de besoin sur cette carte, il n'y avait pas de stock de fin de vie prévu, on n'a pas prévu le SAV, et puis ça se trouve, c'est une carte qui est très vieille, qu'il n'y a plus grand monde qui sait qu'elle existait. En fait, c'est dans ces cas-là que des solutions type achat broker avec un test de détection de contrefaçon est le moins cher, en fait.
On n'a pas besoin de requalifier un nouveau composant. On peut faire un niveau de test directement en fonction du niveau de risque, hein, en fonction de l'application qu'il va y avoir derrière. Le délai, il est plutôt raisonnable, hein. Je compare toujours par rapport à une requalification. Et après, le risque de rejeter le lot est plutôt maîtrisé, dans le sens où quand on a, si on estime qu'on a des taux de rejet à peu près connus, on sait que on peut se baser sur ce taux de rejet pour estimer le risque de rejeter le lot et donc de ne pas pouvoir satisfaire tout de suite. Et après, derrière, évidemment, si on rejette le lot, on repart sur un cycle d'approvisionnement. C'est bien rare qu'on n'arrive pas au bout de 2, 3 fois à trouver un lot qui soit correct quand même. Je dis c'est bien rare parce que ça nous est déjà arrivé au bout d'un moment de baisser les bras. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la détection de contrefaçon. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui seraient arrivés après, à poser vos questions directement dans le chat, puisque nous les intercalerons après chaque chapitre d'intervention de Jean. Alors, oui, moi j'ai une première question. Jean, est-ce qu'il y a des brokers qui sont meilleurs que d'autres? Oui et non. Oui et non. Après, derrière, il y en a qui sont qui surveillent plus sur source d'approvisionnement que d'autres. Il y en a même qui ont intégré chez eux des cellules qui leur permettent de vérifier, de faire des contrôles rapides sur les, ne serait-ce que contrôle visuel, voire même du rayon X, hein. Il y en a qui sont équipés en rayon X. Il faut savoir que contrôle visuel plus rayon X, on élimine déjà à peu près 70% des contrefaçons sur ces deux critères directement, hein. Après, derrière, des contrefaçons où il va falloir aller jusqu'au test électrique ou à l'analyse interne pour aller rechercher des éventuels défauts, ce sont déjà des choses qui sont quand même beaucoup plus complexes à réaliser, mais ce n'est pas la majorité des contrefaçons non plus. Donc, il y en a des mieux équipés, il y en a des moins bien équipés, et après, derrière, tout le monde a sa marge de progression, bien évidemment. Nous aussi. C'est certain. Et j'ai une autre question subsidiaire. Est-ce qu'il y a des lots qui ne passent pas le test durci et qui, pour autant, auraient passé le test standard? Oui, c'est pour ça qu'on a mis le test durci. Si je donne un exemple, on a été confronté une fois à des lots de fabrication. Alors, c'était fabriqué directement chez le fabricant, mais il avait des taux de rebut importants sur le test en température. Et c'était sur des mémoires, sur l'exemple, et c'était des mémoires. Et en fait, pour pouvoir détecter le défaut, il fallait tester la mémoire à 85 degrés. Et il y avait certaines adresses mémoire sur lesquelles il y avait un bit qui posait problème, qui n'était pas toujours bon en lecture. Et là, il faut vraiment avoir un test électrique très poussé pour pouvoir le détecter. Alors, on le fait sur du test durci, on ne le fait pas sur du test standard, donc on serait passé à travers. Voilà. Ok, merci. Donc, prochain chapitre, maintenant, Jean, tu vas nous parler du screening. Le screening de composants. Alors, le principe du screening, le principe, c'est d'arriver à trier des composants pour récupérer des composants qui sont nécessaires dans l'application, mais qui n'ont pas la garantie du fabricant en fait, sur un critère donné. Exemple, donc une diode Zener, elle va être donnée par son fabricant pour donner 6 volts 2, plus ou moins 5% quand on l'alimente à 5 milliampères, par exemple. Peut-être que dans l'application, on a besoin d'avoir des caractéristiques précises, mais non pas à 5 milliampères, mais à 3 milliampères. On peut avoir, par exemple, besoin d'utiliser des mémoires qui ne sont pas disponibles dans une gamme de température unitaire. Alors, je dis des mémoires, mais ça peut être n'importe quel type de composant, hein. On peut avoir, par exemple, des systèmes avioniques qui sont issus du civil. On n'a pas besoin de descendre à moins 55 degrés. Et pourtant, sur une application militaire de la même avionique, on va avoir besoin de descendre beaucoup plus bas en température. Ou un autre exemple, c'est d'aller chercher une dérive maximum en température sur un convertisseur analogique numérique pour aller prendre vraiment ceux qui dérivent le moins parce que c'est ce dont on a besoin dans l'application. L'idée du screening, c'est vraiment de s'adapter au niveau du besoin de l'application, d'aller chercher
les composants dont on a besoin sur l'application. Alors, pour ce faire, on va faire du test électrique principalement, mais il y a des risques. Alors, les risques, c'est quoi? Bah, déjà, le premier, c'est que qui dit tri dit il va y avoir des pièces bonnes et des pièces pas bonnes. Donc, il y a un rendement. Et ben, il peut s'avérer à un moment donné que le rendement, d'un lot à l'autre, ça bouge un peu. Et il ne faut pas être pris au dépourvu. Donc, il faut vraiment travailler au niveau logistique avec un stock minimum pour pouvoir pallier à justement d'éventuels rendements différents d'un lot à l'autre. Après, ce rendement différent, bah, ça peut générer des problèmes budgétaires, quoi. Si on a pris un principe budgétaire sur la fabrication de la carte avec un rendement d'un lot à 40% et qu'on commence à avoir des lots où il n'y a plus que 10% de pièces bonnes, bah, à un moment donné, il va falloir faire plus de tests, acheter plus de composants pour pouvoir fabriquer les mêmes cartes. Donc, automatiquement, il y a une souplesse à avoir dans ce sens-là. Après, il n'y a plus de garantie du fabricant. Bah, en fait, on n'a plus de garantie du fabricant. La garantie, elle passe du fabricant. Bah, maintenant, c'est l'utilisateur qui va devoir l'assurer. Et on l'assure comment? Par exemple, on va l'assurer pour en fait, en prenant des marges supplémentaires au niveau du tri. Donc, par rapport au seuil qu'on veut trier en eux-mêmes, mais on peut imaginer aussi prendre des marges supplémentaires sur d'autres paramètres. Par exemple, je parlais des mémoires qui sont testées en température. Si on prend des mémoires avec des temps d'accès plus faibles que ceux dont on a besoin, donc des mémoires plus rapides, ben, on a plus de chances d'avoir des mémoires qui soient bonnes et de pouvoir les utiliser sans problème derrière, parce que le temps d'accès bouge quand même pas mal en température. Après, on risque aussi d'avoir des dérives du comportement du composant dans le temps. Alors, ça demande un peu d'expérimentation au démarrage avant de se lancer directement dans les tri en production pour vérifier s'il n'y a pas de dérive dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'on a des solutions de vieillissement accéléré sur les composants. Mais on peut aussi stabiliser les paramètres du composant si on en a vraiment besoin. Euh, Par exemple, on peut imaginer de stabiliser en faisant du choc thermique, en faisant du burn sur les composants. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le facteur de stress le plus important du composant, en fait, l'instant dans la vie du composant où il est plus stressé, c'est au moment de la refusion, quand il est assemblé sur carte. Donc, ça serait. Et puis, c'est lors de ces stress, en fait, que ces paramètres peuvent dériver. Donc, ça serait vraiment dommage, en fait, de trier les composants sur certains paramètres et puis après, lors de l'assemblage sur carte, bah, de voir tous les paramètres sur lesquels on a trié qui dérivent parce que le stress de la refusion a fait bouger ce paramètre. Donc il y a des solutions qui existent pour stabiliser ces paramètres. Alors on n'y arrive pas toujours, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand même au moment où on décide de trier les composants. Un exemple de gain sur le tri de composants, un ADC donc, sur une dérive en température. Donc on a un ADC, convertisseur analogique numérique, qui coûte 5 euros. Le coût du tri de l'ordre de 5 euros aussi. On a un rendement de 40%. On a une carte, il y a besoin de 4 ADC dessus. Grosso modo, les 4 ADC montés sur la carte, triés, tout compris, bon, ça va coûter 100 euros à peu près, en tenant compte du rendement à 40%. Si j'avais voulu passer directement sur un composant avec la précision que je voulais, surtout avec la dérive que je voulais en température, ben j'en trouvais aussi, mais en fait, on était sur des composants qui étaient plus chers, qui étaient à 8 euros, mais surtout qui n'existaient pas dans le même type de boîtier, qui étaient plus grands. Les 4, ils ne rentraient plus sur ma carte. Il fallait que je refasse une autre carte à côté pour mettre ces composants là-dessus. Et en fait, on rajoutait avec tout ce qui était connectique, fabrication, etc., on avait un coût estimé à 250 euros. Donc là, la solution tri est quand même beaucoup plus avantageuse par rapport aux autres solutions possibles, sans compter que bah, si j'ai deux cartes au lieu d'une, j'ai des problèmes de fiabilité encore que je risque de ne pas maîtriser, avec des problématiques aussi liées à la connectique ou autre, hein, et des problèmes de place aussi d'encombrement. Donc voilà pour ce qui est de la partie du screening. Alors moi j'ai une question justement, Jean, par rapport au screening. Tu l'as souligné tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas risqué du coup, puisqu'il n'y a pas de garantie du fabricant? Alors, il y a des risques, mais comme je l'ai vu, on peut les mitiger,
on peut les, Les dérisquer. les dérisquer. Ouais, je voulais éviter le mot, mais bon. Oui. Je voulais les dérisquer. Donc, en fait, c'est par des essais de qualification du procédé de tri en lui-même. C'est par des essais, c'est en prenant des marges de sécurité plus élevées. Mais après tout, bon, le fabricant, lui aussi, il trie souvent, hein, ses composants pour donner des composants qui sont valables en température. C'est aussi souvent de tri, c'est issu de tri. Donc, en fait, on ne fait jamais la même chose que ce que fait le fabricant par moment sur ses produits. D'accord, mais alors qu'est-ce qu'on fait des composants mauvais? Ah, les composants mauvais. Bah, les composants mauvais, on a le choix. Soit, de toute façon, le fournisseur ne les reprend pas, puisque de toute façon, pour lui, ils sont bons, hein, sauf à montrer qu'ils sont vraiment mauvais, c'est-à-dire qu'ils sont même plus dans les caractéristiques de la datasheet. Mais ils peuvent très bien être utilisés sur d'autres endroits sur les cartes où on n'a pas besoin d'avoir d'autant de précision, ou alors d'être utilisés sur d'autres cartes où on n'a pas besoin d'avoir toute cette précision. C'est des choses qui peuvent être faites. D'accord? Sinon, ça fait partie du rebut, hein. Dans l'exemple que j'ai cité précédemment, sur le prix des ADC, ben, dans le prix global, on considère que tous les mauvais, ils sont rebutés. Et pourtant, à la fin, on gagne quand même des sous. Pour finir, est-ce qu'il y a des lots qui seraient meilleurs que d'autres? Bah oui, bah oui, on s'est retrouvé encore dernièrement à refaire du tri sur des composants qu'on avait. Alors, c'est un tri qu'on avait déjà fait il y a une dizaine d'années, et là, on est revenu vers nous pour refaire la même chose. Et malheureusement, on s'est retrouvé à avoir beaucoup moins de rendement que ce qu'on avait. Il a fallu retrouver des lots avec des vieux datcodes pour retrouver des rendements tels qu'on les avait eus à l'origine. Voilà. Ok, merci Jean pour la réponse à ces questions. Euh, En transition, le prochain chapitre, régénération pardon, de condensateurs. Régénération de condensateurs. Alors, là, on est dans un cas typiquement sur les condensateurs électrochimiques. Donc, c'est une technologie qui vieillit mal quand elle n'est pas alimentée. Quand elle est alimentée, tout va bien. Euh, enfin, on peut le considérer comme ça. Quand elle n'est pas alimentée, ça vieillit plutôt mal. Alors, il y a plusieurs hypothèses, hein, selon les fabricants de condensateurs. Il y en a qui parlent d'oxydation au niveau des électrodes, d'autres qui parlent de dépolarisation au niveau du diélectrique. Bon, quasiment toutes se concluent en fait à la fin par un défaut d'isolement. Mais toutes, en fait, on peut les rétablir correctement en fait en faisant ce qu'on appelle une régénération. Après, selon les fabricants, ils vont nous donner plusieurs indications. Et déjà au niveau du temps pendant lequel on peut stocker le composant, hein, qui est souvent en fonction de sa tension. Plus la tension de service du composant est grande, ben, moins longtemps on va pouvoir le stocker hors tension. Et après, derrière, ben, on va avoir différents types de régénération. Si on ne régénère pas, quel est le risque? Le risque, c'est qu'on va avoir à la mise sous tension, en fait, le condensateur va être pratiquement en court-circuit. On va avoir un gros échauffement et puis on va se retrouver tout de suite, voire même avec un condensateur qui crame à l'intérieur de l'équipement. Alors, personnellement, ça m'est déjà arrivé sur des vieux PC que je remets en route chez moi au bout de 5 ans. On remet en route. Bah, c'est la ligne qui pète et c'est un condensateur devant qui a pété. Donc c'est des trucs, on n'est même pas forcément dans les applications de haute fiabilité et on est déjà embêté. Donc c'est un phénomène qui existe vraiment, qui est pas, c'est pas que dans les livres. Alors, donc une fois l'âge dépassé, on ne le connaît pas à cet âge, hein, c'est vraiment c'est des notions qui sont données fabricant par fabricant. Une fois l'âge dépassé, en fait, on doit subir une régénération, on voit aussi le terme de reformage, reformatage. Et alors, il y a une norme qui existe, c'est la 1000 HDBK 1131. Ce n'est pas la procédure qui est la plus utilisée. Et après, derrière, ben, on a des fabricants qui donnent aussi leur procédure. On a aussi des clients qui nous donnent leur procédure à eux, qui sont issus de leur expérience. Le principe, à chaque fois, c'est toujours de charger le composant, de le ramener en charge progressivement en imitant le courant. C'est-à-dire qu'on va arriver à le remettre doucement en vie
Mais comme on a limité le courant, on ne va pas le stresser on va pas le stresser suffisamment pour aller jusqu'à une destruction. Donc, euh, on fait cette opération, puis à la fin, on va vérifier. Alors, c'est ce que nous dit la GBK. Elle nous demande de surveiller à la fin si je suis encore dans les tolérances fabricants ou pas sur le courant de fuite, puisqu'on a vu que c'était un problème de diélectrique et de fuite. Donc, on va aller mesurer si on est encore acceptable au niveau de la fuite. Et bah, s'il est acceptable, le condensateur repart. Et puis, s'il n'est pas acceptable, ben, le condensateur est rebuté. Alors, il repart pour combien de temps? On ne sait pas. On part du principe qu'il repart en général sur son temps d'origine, mais en fait, on n'a pas beaucoup d'informations dessus. Alors, un exemple de gain, hein. Bon, c'est tout simple, hein. Un condensateur qui coûte 1 euro, j'ai un MOQ, donc un minimum de quantité commandée de 1000 composants. J'ai fabriqué 200 cartes il y a 10 ans, bah, il me reste 800 composants sur les bras où on ne sait pas quoi en faire. En plus, depuis 10 ans, le condensateur est devenu obsolète. Bah, si je pars sur une solution de régénération de condensateur à 60 centimes du composant, bah, je vais avoir gagné 40 centimes par rapport à si j'avais dû en racheter un. Sans compter que s'il est obsolète, bah, quand je dois le racheter, bah, je suis obligé de requalifier encore une autre source. Même si je suis sur un condensateur, des fois la qualification est rapide, c'est quand même des sous en plus. Donc on a quand même des intérêts à aller retravailler sur cette régénération de condensateur, sachant que la plupart du temps, ça se passe plutôt bien, hein. On parlait sur le screening de taux de rebut, en fait, de rendement, sur de la régénération de condensateurs. Allez, quand on atteint 5 à 10%, 10% c'est sur des vieux lots, hein, où on a 10% de rejet, mais sinon, ça se passe la plupart du temps plutôt bien. D'accord. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Eh bien, alors moi, j'en ai une. Combien de fois peut-on régénérer, genre, un condensateur? Bah, il n'y a pas de documentation là-dessus, il y a pas d'information, même de la part des fabricants, en fait, on est assez dans le flou. Nous, ce qu'on conseille, c'est de le générer plutôt une seule fois. Donc, juste au moment où, entre guillemets, on va en avoir besoin. Euh, après, euh, après on n'a pas de retour, on n'a pas d'expérience, on s'est jamais donné la volonté d'aller chercher, on s'est pas donné les moyens d'aller chercher sur plusieurs années, hein, parce qu'en fait, ça peut être que des choses qui vont se faire sur plusieurs années. Donc, euh, donc on ne l'a pas fait. Par contre, il y a des fabricants de composants qui sont en train de travailler dessus. Il y a Excelia qui travaille beaucoup dessus en ce moment bah, on est très à l'écoute de ce qu'ils nous disent lors de leurs expériences. Ok. Alors, Nicolas pose une question relative à la durée moyenne. Je Euh, sais. Durée moyenne, alors durée moyenne de quoi? De la régénération, peut-être, parce qu'il y a une question qui se recoupe après, qui est un petit peu dans le même sens. En fait, la durée moyenne, ça va on va dire, entre 10 minutes et quelques heures par condensateur. Plus il se régénère rapidement, moins il est abîmé, plus il va se régénérer vite. Donc, nous, on va considérer en général, et c'est accepté par plusieurs types de process qu'on a rencontrés, que dès qu'on a atteint la valeur de courant de fuite qui est spécifiée par le fabricant, on peut arrêter la régénération. Donc des fois, ça dure quelques minutes, et puis des fois, c'est plusieurs heures. Une autre question qui nous arrive. Après une régénération, est-ce qu'on retrouve les caractéristiques aussi bonnes que celles de la datasheet? Ben, c'est le but. C'est le but. Donc, déjà, dans le test de courant de fuite, oui, puisque en fait, c'est ce qui nous permet de dire que la régénération est bonne ou pas. Alors après, derrière, est-ce que le composant n'était pas meilleur au début de sa vie? J'en sais rien. Certainement oui, puisqu'il y en a qui n'y passent pas. Donc c'est plutôt mieux. Enfin, c'est plutôt mieux. Ça marche. Après, derrière, ça marche, mais on n'a pas rencontré aujourd'hui de retour d'utilisation qui ait posé problème sur le condensateur. D'accord? Après, derrière, une fois qu'il est en route, la fiabilité, on n'en parle quasiment plus, parce qu'en fait, c'est un phénomène de dégradation qui existe que quand le composant n'est plus alimenté. Donc, après, la fiabilité, automatiquement, ça a joué un petit peu, hein, puisque à chaque fois qu'on touche à un composant, on le fait vieillir un peu. Mais pour l'instant, on n'a pas de retour
d'informations comme quoi ça serait moins fiable qu'un composant normal de manière évidente. Merci. Alors, une dernière question pour tenir le timing, celle auquel nous n'aurions pas répondu. On peut garder un temps à la fin d'échange avec Jean, ou alors ça pourra se faire évidemment a posteriori du webinaire. Donc, Jean, quel est le temps minimum pour atteindre la tension de service? Le temps minimum pour atteindre la tension de service, déjà, comme on charge, sous courant limité, automatiquement, dans un condensateur, il y a un temps de charge qui est directement proportionnel au courant. Donc, ça va dépendre de la valeur du composant. Le temps minimum, on imagine comme si on était sur un composant qui n'avait pas de problème de fuite. C'est directement le temps de charge d'un condensateur par un courant constant maîtrisé, quoi. Ça dépend directement de la valeur du condensateur. Parfait, merci. On va donc passer au chapitre suivant qui traite cette fois-ci de la récupération de composants. Alors, la récupération de composants. Alors c'est un exemple assez emblématique de là où on peut gagner beaucoup de sous. Par contre, s'il y a des technologues qui nous écoutent, il faudrait qu'ils coupent le son pendant quelques minutes, parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas habitué à voir. Le problème à résoudre, c'est le suivant. On l'a vu plusieurs fois, hein, donc c'est quasiment toujours la même chose. C'est une équipe commerciale chez un client qui a réussi à vendre une ancienne techno sur un projet où la R&D était super amortie, etc. Donc tout le monde est content. Ouais, super, on va pouvoir faire une grosse marge. Problématique, c'est que dans cette techno, il y avait un ASIC. Et cet ASIC, on ne sait plus le fabriquer. Ou on ne sait plus le fabriquer, ou l'outil de production, au moins de l'ASIC, n'existe plus. Par contre, il y a des milliers de composants en stock. Alors, des milliers de composants en stock, pourquoi? Enfin, des milliers, ce n'est pas de composants, c'est des milliers de produits qui intègrent ce composant en stock. Alors, pourquoi on peut avoir des milliers de produits comme ça? Parce qu'on avait prévu d'en fabriquer plein à un moment donné, et puis on ne les a jamais vendus. Ou alors parce que c'est des retours SAV, par exemple. Donc, sur des cartes en retour SAV, et puis dessus, ce composant, si ça se trouve, il est encore utilisable. Donc, on a plein d'ASIC, on a plein de ces composants qui sont disponibles, même s'ils ne sont pas forcément utilisables tout de suite, puisqu'ils sont déjà montés sur carte. Alors, dessus, qu'est-ce qu'on va faire hein, au niveau de ces cartes? Alors, sur un exemple vraiment, vraiment concret, alors on prend celui-là parce qu'on commence directement par un carottage au niveau du composant, c'est-à-dire que le composant était dans un boîtier vraiment fini, tout fermé, tout le produit prêt à partir en utilisation finale. Et en fait, il s'est avéré qu'on est parti sur des solutions de carottage. On avait plusieurs milliers de pièces à faire, hein. On est parti sur des solutions de carottage parce que le boîtier était très compliqué à ouvrir. C'était des boîtiers qui étaient conçus pour résister aux intempéries, aux vibrations, aux chocs, etc., etc. Donc, très compliqué à ouvrir, surtout même sans dégrader. Donc, on a pris nos marques et on a regardé où était le composant. Et en fait, on s'est dit, bon, on va carotter à cet endroit-là. C'est le moyen le plus rapide et le plus, presque le moins stressant pour aller rechercher le composant. Donc ça, c'était la phase 1 du procédé. Après, derrière, on récupère la carotte. Donc la carotte, c'est mon PCB avec mon composant dessus. Et puis, par-dessus, malheureusement, dans ce cas-là, on a tout un tas de résine polyuréthane qui est par-dessus. On a plusieurs centimètres de résine polyuréthane tout le boîtier était rempli. Donc, il faut déjà commencer par enlever toute cette résine polyuréthane du PCB pour aller chercher directement le PCB avec son composant dessus. Donc avec des méthodes qui sont destinées à ne pas agresser non plus le composant, ni mécaniquement, ni chimiquement quand même. Ensuite, on a un dessoudage. Donc dessoudage du composant avec des profils de température bien contrôlés, hein. Nous, on utilise des outils de production dont on dispose chez Tronico pour faire de la réparation. On les utilise pour faire du dessoudage de composants sur carte. Les réparations sont de jour. Nous c'est la nuit. On pique les équipements pendant qu'ils ne sont pas surveillés pour pouvoir faire du dessoudage de composants. Donc,
profil de température bien contrôlé pour aller extraire ce composant. C'est différent d'une réparation de carte au niveau des profils de température, parce que sur une réparation de carte, on va chercher à ne pas agresser la carte, tandis que nous, en fait, la carte, elle va être rebutée. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à ne pas agresser le composant. Dernière chose, on récupère le composant et en fait, il faut le nettoyer. Alors, nettoyer pourquoi? Parce que on a plein de résidus de résine polyuréthane partout, dessus, dessous, entre les pattes. Donc, il y a tout un process qui est mis en œuvre pour pouvoir nettoyer tout ce composant pour qu'il puisse être utilisable directement derrière ou presque. C'est pas la dernière. Un petit test qu'on fait en plus, c'est de la microscopie acoustique. Alors, la microscopie acoustique, ça permet d'aller voir à l'intérieur du composant s'il y a de la délamination. La délamination, c'est quand le plastique vient se décoller, soit de la puce, soit des pattes à l'intérieur du composant. Et en fait, ça peut amener des défaillances derrière. En fait, on défiabilise le composant quand il est délaminé. Et ça peut poser des problèmes, même s'il marche après derrière, quand on fabrique la carte, ça peut poser des problèmes dans le temps après du cyclage thermique ou des choses comme ça. Alors, ça, on va le faire presque systématiquement. Non pas qu'on n'ait pas confiance en nos procédés de dessoudage du composant, mais en fait, on s'est aperçu avec l'expérience que beaucoup de composants qui ont été brasés il y a 15-20 ans, en fait, on ne s'occupait pas encore ce qu'on appelait des niveaux MSL, donc de bien sécher les composants avant de passer en refusion, etc. Et en fait, sur les composants qu'on reçoit, il y en a déjà beaucoup qui sont déjà délaminés à l'origine. Donc, le fait de faire une microscopie acoustique permet d'une part de s'assurer que on n'a pas détérioré nous, composants, on n'a pas défiabilisé, on va dire, lors de cette opération de récupération. Mais en plus, ça permet d'éliminer tous les composants sur lesquels on pourrait maintenant avoir des doutes sur la fiabilité du fait qu'on regarde maintenant, alors qu'il y a 20 ans, on ne regardait pas. Et pourtant, ça marchait aussi. Mais on ne regardait pas, mais les composants avaient déjà des problèmes de fiabilité du fait des reports à l'époque. Après, on sérialise les composants. On met une étiquette dessus avec un code barre parce qu'on est quand même sur un code barre, un QR code. On est quand même sur un procédé qui n'a pas vraiment de garantie. Donc, en fait, on préfère avoir une sérialisation pour pouvoir pister les composants un par un pour bien voir ce qui se passe. Chez nos clients les plus avancés, ils utilisent ce QR code directement pour associer le numéro du composant au numéro de série du produit fabriqué et avoir ainsi une traçabilité complète de ce qui se passe. Alors, on ne sérialise pas avant. Alors, ils sont sérialisés avant, mais pas par une étiquette, parce que ça gênerait lors de la microscopie acoustique. Mais cette sérialisation va être importante dès qu'on va faire des tests électriques. Alors, on va faire des tests électriques. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment le composant a vieilli. Il a eu une vie avant d'être démonté. Donc, il a pu être stressé avant. Je parlais de cartes qu'on avait récupérées de retour SAV. Si ça se trouve, le retour SAV, c'est justement parce que ce composant-là était en panne. Donc, il faut vraiment s'assurer que le composant fonctionne électriquement. Et y compris en température, on peut aller faire des tests électriques assez complets. Après, derrière, ce qu'on fait, on va livrer au client, en fait, directement les paramètres électriques de chaque composant avec son numéro sur son QR code. Donc, lui, il va pouvoir associer directement, composant par composant, les résultats électriques au numéro du composant, à son numéro de série de produit fini, pour pouvoir réagir assez rapidement en cas de défaillance. Un exemple de gain sur l'affaire directement, on est sur des affaires où il y a eu 7000 produits qui avaient été stockés depuis 15 ans chez mon client, donc la valeur résiduelle, on est sur zéro. Il y a longtemps que ça a été dévalorisé, ces produits-là. Coût de l'extraction des tests, on est à 30 € par composant, donc tout compris, extraction, nettoyage, test électrique, et puis même la remise en bande derrière, puisqu'en fait, on relivre les composants directement en bande pour pouvoir être replacés directement sur des machines de pose. Et on a un coût total pour le projet qui était de 210 €.
Le client nous a dit, monsieur, si on avait voulu refaire un ASIC, ça nous aurait coûté 2 millions d'euros. Donc ça, il nous l'a dit qu'après, hein. Mais bon, ça n'aurait pas changé grand-chose pour nous. Donc le gain sur cette affaire, c'est 1 79 000 euros, 790 000 euros. C'est vraiment des solutions pas négligeables. C'est des choses auxquelles on ne pense pas parce que, évidemment, il y a zéro garantie du fabricant. Après, derrière, bah, la garantie, il faut que le client est obligé de se la prendre pour soi, quoi. Alors, par contre, on a des dizaines de milliers de pièces de recul aujourd'hui et on n'a pas de défaut. On n'a pas de défaut remonté. Moi, j'ai des clients, je les appelle régulièrement en disant alors, vous avez trouvé quelque chose? Ah bah non, toujours pas, ça marche encore. Donc, on en profite, hein. Après, là, on peut se reposer les mêmes questions que précédemment sur la question de fiabilité. Est-ce qu'on est aussi fiable qu'avant? Bah, je dirais presque qu'on est plus fiable qu'avant, puisque en fait, on a fait de la microscopie acoustique et on a rejeté même les composants qui auraient été dégradés lors de la première brasure d'il y a 15 ans. D'accord? Donc, on est presque plus fiable qu'avant. On a fait des tests électriques qui sont certainement plus poussés, puisqu'on peut aller faire des tests en température qui ne sont pas systématiques chez les fabricants de composants en série. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de souci de ce côté-là. Alors, je crois qu'il n'y a pas de questions. Par contre, moi, je voulais t'en poser une. C'était très bien expliqué, mais est-ce qu'on ne risque pas d'abîmer le composant en faisant la récupération? Voilà. Alors, pour être sûr de ne pas abîmer le composant, on a déjà, on ne part pas de rien, on a une petite expérience dessus, mais systématiquement, on va faire du plan d'expérience. Quand je dis, bah, on avait des composants qui étaient déjà délaminés avant, c'est parce que avant de dessouder le composant, on avait déjà des plans d'expérience où on avait dit, bah, on va déjà prendre le composant de base, sans l'avoir dessoudé, on va le passer en microscopie acoustique pour voir s'il est déjà dégradé avant. C'est là où on peut dire, bah oui, avant il était déjà dégradé, on n'a même pas commencé à le dessouder encore, il est déjà dégradé. Donc on fait tout un plan d'expérience en amont qui va nous permettre de bien figer le process, y compris les températures de refusion, ce qu'on appelle le profil de refusion, hein. Température de la carte, température de l'air chaud, temps, etc. Pour pouvoir, pour être sûr d'avoir un optimum et surtout de pouvoir le reproduire. Ce qui est important, c'est que après, quand on va dessouder le composant en série, qu'on ait le même profil de température et les mêmes stress au niveau du composant que ce qu'on a à l'origine qualifié en fait sur ce petit plan d'expérience. Après, derrière, bah, on fait des tests supplémentaires, hein, pour être sûr que c'est fiable. Donc, quand je parle du test électrique, quand je parle de la microscopie acoustique. C'est quel test électrique? Parce que tu en as parlé tout à l'heure. Alors, test électrique, ça va être. Nous, on fait du test électrique. Alors là-dessus, on va faire du test électrique fonctionnel presque à 100%. Mesures paramétriques, test électrique. On a déjà fait sur des produits de type FPGA. On faisait des essais de programmation, reprogrammation. Regarder comment ils se comportent en dynamique, en statique. On peut aller très loin dans les tests électriques. On peut aller très loin. Merci. Nous allons parler maintenant de stockage sécurisé. Alors, on est sur notre dernier exemple. On est sur du stockage sécurisé. Alors, chez Tronico, on a la chance, en fait, en stockage sécurisé, d'avoir quelques années d'expérience, hein. On a 2 bunkers, on appelle ça comme ça. 2 bunkers de stockage qui sont distants d'à peu près 1 kilomètre l'un de l'autre. Le premier, il a été fait en 2004, donc ça, on a à peu près 16 ans de recul, 16-17 ans de recul. Et le deuxième, il a été fait en 2012, et le deuxième, il est né en fait d'une volonté de pouvoir dissocier des lots stockés pour pouvoir avoir pour éviter des modes communs de dégradation. On stocke en armoire azote. Ça, c'est principalement les composants qui sont stockés en armoire azote avec une hygrométrie contrôlée. Donc, déjà de par l'azote, ce qu'on garantit, c'est inférieur à 5%. Dans la pratique, on est plutôt de l'ordre du pourcent. On a peu de manipulation du composant dans une armoire azote. Grosso modo, au pire, c'est 1 fois par an quand on fait l'inventaire. Et on est toujours à température contrôlée à 22 degrés. On fait du stockage en dry pack, c'est plus destiné aux cartes électroniques qui sont plus grosses, qui prendraient trop de place sur des armoires azote. Donc, en fait, c'est ce qu'on voit sur l'image en bas à gauche.
On est vraiment sur du stockage sur rayonnage. Toutes les cartes sont en dry pack. Par contre, ça nécessite de changer le dry pack tous les 2 ans, puisqu'en fait, tous les dry packs ont leur porosité, hein. Donc, on met du dessicant dedans pour absorber l'humidité qui passerait à travers le dry pack en lui-même. En fait, on dit on change le dry pack, on réemballe en dry pack, mais en fait, on change le dessicant qui est à l'intérieur, qui est le petit sachet qui absorbe l'humidité qui rentre dans le dry pack. Et on peut stocker en rayonnage directement. Alors là, c'est parce qu'on a des matériaux, plus on monte dans l'intégration des équipements, en fait, plus on rajoute des matériaux, dont beaucoup de matériaux qui ne vont pas supporter des atmosphères trop sèches, du type joint de presse et tout ou autre. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas stocker ni en dry pack ni en armoire azote. Donc on stocke directement en rayonnage avec des hygrométries comprises entre 30 et 70% d'humidité. Voilà. Euh, on a des locaux, bon, zone non inondable, ça on a fait en sorte que ce soit le cas. Zone sismique modérée, ça on n'y peut rien, mais bon, on subit, mais on fait aussi attention qu'il n'y ait pas de. On n'est pas sur un bâtiment au rez-de-chaussée avec 4 étages au-dessus non plus, hein. On est sur des zones où il n'y a rien au-dessus pour ne pas risquer d'écraser en cas de séisme. On a une maîtrise anti-incendie passive, active. Ça veut dire passive, ça veut dire que s'il y a un incendie à l'extérieur, ben, il ne va pas se propager à l'intérieur. Et active dans le sens où s'il y a un incendie à l'intérieur, alors, ça pourrait arriver. En fait, on a une extinction automatique. On a une extinction automatique à gaz. Alors pourquoi à gaz? Parce que c'est ce qui dégrade le moins les composants, hein. Après, derrière tout ce qui est poudre, c'est super corrosif pour les composants. Donc on évite tout ça. Et on a une maîtrise anti-intrusion avec des parois anti-effraction, vidéosurveillance, des plans spécifiques gendarmerie pour éviter tout ça. Là, c'est plus anecdotique, hein. On peut être amené à conditionner des composants à l'arrivée, soit les mettre en dry pack, vérifier que l'indicateur d'humidité n'a pas changé, sécher les composants s'il a changé. Possibilité de faire du kitting sur les composants pour regrouper les composants qui vont aller ensemble sur des cartes ou des choses comme ça. On peut être amené donc à faire du séchage, hein, si on reçoit des composants qui ne sont pas secs. Et après, on assure toute la traçabilité, évidemment, des composants dont on a la charge en stock. Là où on va être intéressé, c'est tout ce qui est test avant la mise en stock. Donc, on va faire en général du contrôle par échantillonnage avec des examens visuels, herméticité, éventuellement de l'abrasabilité. Et on va aller assez loin dans ces tests. On va voir après pourquoi. Parce que le but, c'est vraiment de dire je veux être sûr de ce qu'on met en stock. La philosophie est assez différente d'un test broker parce que là, on a acheté des composants chez des distributeurs officiels. Mais je veux être sûr de ce que je mets en stock au moment où je le mets en stock. Parce qu'en fait, c'est des composants qu'on va peut-être devoir utiliser d'ici 4 ou 5 ans. Et en fait, dans 5 ans, si je les utilise, j'ai plus le support du fabricant si j'ai un problème avec. Donc, on fait les tests avant pour vérifier que les composants sont conformes. Et s'il y a un moindre doute sur quelque chose, je peux me retourner vers le fabricant pour lui poser les questions. Il assure encore le support sur ses composants au moment où je fais la mise en stock. Donc, un exemple, après, sur des gains avant mise en stock. Donc, c'est sur le test avant mise en stock. Donc, le but, comme je viens de l'expliquer, c'est de vérifier que le composant a été bien fabriqué et que je ne vais pas avoir de problème derrière lors de l'utilisation. On a à peu près, sur notre retour d'expérience, on a à peu près un lot sur 8 qui génère des questions chez le fabricant. On va aller voir le fabricant, on dit, tiens, on a constaté ça, est-ce que c'est normal ou pas? Si je prends l'exemple, c'est très souvent lié à de la délamination sur les composants. Dans les composants, la délamination, la norme, la JSTD 20, elle dit, si en microscopie acoustique on voit de la délamination, ça ne veut pas dire que le composant est mauvais. Le fabricant peut avoir mené des essais pour montrer qu'il n'y a pas de problème de fiabilité. Donc, c'est ce type de questions qu'on va poser au fabricant. On dit, voilà, on a vu la délamination dans vos composants. Est-ce que vous pouvez me présenter les essais que vous avez menés pour montrer qu'il n'y avait pas d'impact sur la fiabilité? Voilà. Donc, ça peut engendrer en fait des retours. On a déjà eu le cas sur des taux de composants qu'on n'arrivait pas à programmer, peut-être 1 ou 2% de composants qu'on ne pouvait pas programmer. Et après, on s'est aperçu que c'était déjà connu avant. Ça existait déjà avant. Ce n'est pas uniquement sur ces lots-là. Donc, en fait, ça permet de bien dimensionner le lot dans ce cas-là, puisque
s'il y a quelques pourcents de composants que je ne peux pas utiliser, bah, ça permet d'en rajouter un petit peu plus. Mais voilà, c'est des choses dont on peut se rendre compte à ce moment-là. Et il y a un lot sur 30 qui fait l'objet d'un échange par le fabricant. Donc ça peut être de la délamination, le fabricant dit attendez, c'est pas normal que ça soit délaminé, je vais vous échanger le lot. Surtout qu'on va recevoir 4 lots d'un coup, et puis on s'aperçoit qu'il y en a un qui est délaminé, pas les autres. Donc le fabricant, il va dire attendez, je vais vous l'échanger, votre lot est délaminé. Alors après, je ne sais pas ce qu'il fait du lot qui est délaminé. Mais bon, en tout cas, nous, il nous l'a échangé, on en est bien content. Donc quand on compte un lot sur 30 qui pose problème, en fait, ça veut dire qu'il y a un lot sur 30 qu'on n'aurait pas pu utiliser ou où on aurait eu des risques lors de leur utilisation. Donc grosso modo, si on consacre moins de 3% des coûts des composants à faire du test, ben on se sécurise quand même beaucoup. On se sécurise beaucoup, on est donc financièrement gagnant, et je ne parle même pas de tout ce qui peut découler en fait de composants qui seraient inutilisables derrière et où on s'en rendrait compte dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, pour avoir un autre exemple, il y a des finitions de pâtes de composants où on a du SN pur, donc de l'étain pur sur des pâtes en cuivre. On sait que de toute façon, on peut prendre toutes les conditions de stockage qu'on veut, à moins d'être au 0 Kelvin de température absolue, machin. On aura de la migration du cuivre dans l'étain. Et quand le cuivre, au bout d'un moment, il arrive en surface, on a des problèmes de brasabilité sur le composant. On a des clients qui se sont rendus compte, à la suite de stockage qu'ils avaient fait, que leurs composants n'étaient plus utilisables. Il y a des solutions après derrière, on est dans des prix pas possibles pour pouvoir enlever l'étamage d'une pâte pour en refaire désoxyder, remettre un étamage propre. C'est des risques, là on est sur des risques de fiabilisation de composants et aussi des coûts qui sont pas négligeables. Merci. Donc voilà. On voit bien le gain, Jean, effectivement. Une question concernant le stockage sécurisé. Est-ce que nous nous basons sur une norme pour définir les conditions de stockage ou uniquement ton retour? Les conditions de stockage, il y a une norme, on est sur la norme, c'est une norme de l'UTE à l'époque, c'est repris par l'AFNOR, c'est la 96029 qui détermine les conditions de stockage. Après, ça a été repris par une autre norme au niveau européen il n'y a pas longtemps, qui ont fait un peu du copier-coller, mais qui ont rajouté d'autres éléments. Et on est en train de réécrire la 96029 avec l'AFNOR. On l'a réécrit en se basant sur la nouvelle norme européenne, mais plus orientée en guide de mise en œuvre. Comment je peux mettre en œuvre pour m'assurer que je suis conforme à cette nouvelle norme européenne, en y intégrant des nouveaux équipements, des nouvelles technos qu'on n'avait pas à l'époque. Bon, des PCB, parce qu'à l'époque, on ne stockait pas des PCB, mais on a fait des PCB assemblés, mais aussi des MEMS et autres. On arrive à avoir des choses qui sont conformes en fait entre toutes les normes. On arrive à retrouver des points communs et c'est ce qu'on s'attache à appliquer nous en conditions de stockage. Ok, merci Jean. Là, on arrive quasiment à la fin de ce webinaire, donc on doit se quitter dans 1 minute. Néanmoins, on pourra continuer l'échange avant. Pour ceux qui doivent nous quitter à 15 heures, sachez qu'un deuxième webinaire sera proposé le mardi 18 mai de 14 heures à 15 heures. Voilà, sur les thématiques, comme vous pouvez le voir à l'écran, comment concevoir une carte adaptée au brasage à la vague pour réduire le coût et augmenter la qualité. Voilà, donc ça c'était la minute teasing pour le prochain webinaire. Nous vous enverrons un lien d'invitation. Et bien évidemment, la présentation sera envoyée en même temps que le lien avec l'enregistrement de la vidéo dans l'après-midi pour ceux qui ont participé aujourd'hui. Vous l'avez peut-être senti au début, on a eu un petit problème technique, donc il se peut qu'il n'y ait pas le début de l'enregistrement. Veuillez nous en excuser, mais sinon vous aurez la quasi-intégralité de la vidéo disponible. Voilà. Et pour ceux qui souhaiteraient pour ceux qui ont posé des questions, on va quand même y répondre. Exactement. On va quand même y répondre. Donc, j'avais question, le support d'un fabricant est de combien de temps en moyenne sur un composant? En général, on estime qu'un an après la dernière livraison, on n'a plus rien du tout.
On a plus de support du fabricant, en fait. C'est un peu... si vous achetez des composants chez un broker, d'ailleurs, et puis que vous cherchez les composants, le support du fabricant, de toute façon, il vous dira non. Sur les... alors et après, ça dépend aussi des relations que vous avez avec les fabricants. Il y en a peut-être qui vont aller un petit peu plus loin. Moi, j'ai déjà eu des infos de fabricants sur des composants qui étaient plus vendus depuis 5 à 10 ans parce que le type avait le concepteur dans le bureau d'à côté, etc. Mais c'est vraiment plus un coup de bol qu'autre chose. En général, c'est vraiment un an de support et après, derrière, on n'a plus rien du tout. Donc, c'est très important, justement, sur des achats en ce qu'on appelle en LBO, en last buy order, de profiter de cette année pour récupérer les lots, faire les tests des composants et pouvoir se retourner chez le fabricant pendant ce moment-là. Une autre question sur la récupération de composants. D'où récupérez-vous les composants? Bah nous, c'est notre client qui a besoin des composants qui nous envoie les cartes, hein. On va pas faire on va pas les récupérer à droite à gauche, hein. C'est vraiment le circuit est entièrement maîtrisé. Le client, il a besoin de composants, on lui dit où il faut qu'ils viennent de vos cartes. On va pas prendre des composants qui viennent d'endroits qu'on ne connaîtrait pas. J'ai une autre question. Stock de produits finis avec un essai fonctionnel tous les 60 mois, pouvons-nous garantir la fiabilité des condensateurs? Ça dépend en fait de leur tension de service. Il faut vraiment se rapprocher du fabricant du condensateur. 60 mois, ça me paraît très limite. Ça me paraît très limite. Nous, pour donner un ordre d'idée, on fait du stockage sécurisé de cartes, hein, pour des clients et sur la carte, il y a un condensateur, il y a des condensateurs chimiques. En fait, on remet sous tension ces cartes tous les ans. Donc, on a un banc sur lequel on vient brancher les cartes tous les ans. Moi, ça nous permet en même temps de changer le dry pack, enfin de changer le dessicant du dry pack. Et puis, ça permet aussi de s'assurer que la carte est encore fonctionnelle. Donc, on peut en même temps, comme ça, on gère en même temps le problème de vieillissement du condensateur, on gère en même temps le problème de stockage sécurisé, en même temps le changement de dry pack, et en même temps le fait qu'on va générer tous les ans un nouveau rapport de test, comme quoi la carte est fonctionnelle. Donc, on, on est gagnant sur à peu près tous les tableaux dans ce cas-là. Je vois plus de questions. Eh ben, écoutez, merci en tout cas de votre attention. Merci à toi, Jean, pour ces explications très précises. On espère vraiment que ce webinaire a répondu à toutes les questions, ou en tout cas un bon nombre de questions que vous vous posiez. Jean se tient à votre disposition, nous enverrons ses coordonnées. Et puis voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Par ce beau soleil, je vais dire, et à la prochaine fois, au mois de mai, voilà, le 18 mai, on vous attend nombreux également. À bientôt, merci. Merci. Au revoir.